moi, c'est Louis Desgroseilliers. Je suis copropriétaire et vigneron du Domaine La Branche. Copropriétaire parce que c'est familial. Et alors, Domaine La Branche, érablière, cidrerie, vignoble. À la base, on est propriétaire d'une cabane à sucre La Branche, qui est devenue un domaine. Et puis, on est également donc, producteur de pommes, acériculteur et puis, évidemment, producteur de raisins aussi. Alors bonjour, je m'appelle Sylvain Césia, je suis propriétaire de Chouquette et compagnie, qui est une boulangerie-pâtisserie qui est spécialisée dans la chouquette étant un petit chou avec un sucre belge. Je m'appelle Tina Brooks, je suis copropriétaire de l'entreprise Brooks Pepperfire Foods. Nom français, c'est les aliments Brooks Pepperfire. On est ce qui est appelé dans l'industrie un co-impacteur. Ça veut dire que nous impactons des produits pour d'autres compagnies. La ligne Peppermaster, qu'est-ce que nous voyons présenter dans notre magasin, sont les produits qu'on fait pour démontrer à nos clients qu'est-ce qu'on est capable de faire pour eux. Alors, ça veut dire qu'ils vont regarder nos produits pour voir quelque chose de similaire qu'on va produire pour eux. Et eux autres vont s'occuper de tous les ventes et commercialisations de ces produits. Ils vont être sur le marché avec leur propre étiquette et non pas l'étiquette de Peppermaster. Alors, il y en a plusieurs déjà disponibles aux alentours de Montréal on est manufacturier, mais personne ne savent que c'est Peppermaster, entre autres. Mon nom est Lucie Cousineau. Je suis copropriétaire de la cidrerie La Pommeraie du Suroît avec mon conjoint Jean-Pierre Lepage. On est situé à Franklin, sur la rive sud de Montréal, donc dans le Suroît. Et on a un permis de la Régie des alcools depuis 2007. Donc ça fait 6 ans que nous existons. Je m'appelle Caroline Tardif. Je suis propriétaire de la fromagerie Ruban Bleu avec mon conjoint qui s'appelle Jean-François Hébert. On a acheté l'entreprise en fait en 2005 à Saint-Isidore d'un couple qui partait à la retraite. Puis ça a été juste un coup de cœur. En fait, on a appris que c'était à vendre un avant-midi. L'après-midi, on était là-bas en train de poser plein de questions, de fouiller un peu l'entreprise. On a fait une offre d'achat, je crois, une semaine après, conditionnelle à ce qu'on fasse une année de bénévolat. Puis on est déménagé ici. En fait, on a acheté le 16 décembre 2005. Puis on est déménagé ici le 1er mars 2009. Donc c'est une ferme tout d'abord, une fromagerie par la suite, puis une boutique aussi de produits locaux. Moi, je suis Réal Beaulieu, là, disons que je suis vice-président administratif pour la compagnie Unisoya. Unisoya, disons que c'est une compagnie familiale qui a été fondée en 1986, lorsqu'on a commencé à faire du tofu. Et puis c'est moi puis mon frère Bernard qui étaient des agriculteurs dans le temps, on produisait du soya et puis qu'on a acheté la compagnie pour transformer le soya qu'on produisait dans le temps. Bien, disons que la réglementation au niveau, par exemple, des inspections, ces choses-là, c'est les mêmes inspections qu'on peut avoir dans l'industrie alimentaire en général. Il reste qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants. Au niveau, il faut passer des audits, pour les clients spécifiquement, à part les inspections qu'on a, exemple, du provincial, du fédéral. Mais c'est la différence aujourd'hui. Puis les clients sont de plus en plus exigeants. Les normes sont beaucoup plus élevées que c'était. Il y a l'exemple des programmes ACEP de contrôle de qualité, que nous, actuellement, on est en transition, là, justement, pour être accepté, si vous voulez, là, dans ce programme-là. Parce que c'est des demandes, à un moment donné, là, de nos clients qui font que ça s'en vient, si vous voulez. Puis il faut prendre, des fois, il faut prendre les devants, puis que la journée où est-ce qu'ils l'exigeront, bien, on sera prêt, on sera là.
Depuis 2008, depuis la crise de la listeria, le gouvernement a beaucoup resserré ses lois au niveau de l'hygiène et de la salubrité, au niveau de la transformation en fromagerie. À notre grand désarroi, je pense que c'est le seul moment où les gens me voient vraiment enragée, c'est quand les inspecteurs arrivent ici pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ce que je déplore beaucoup, c'est qu'on fait des lois sur le potentiel de gens qui vont mourir. C'est visible, c'est très simpliste comme vision. Il y a peut-être des risques là, donc il y a 2 personnes qui peuvent mourir. Mais on ne fait jamais de réglementation sur tout ce que ça peut avoir comme impact à long terme. Donc, juste pour vous donner un exemple, on interdit le lait cru à boire, exemple, ici au Québec, parce qu'on dit qu'il peut avoir, la listeria, il peut avoir quelques trucs qui peuvent causer la mort dans très, très peu de cas, mais qui pourraient causer l'avortement chez la femme enceinte, qui pourraient causer, quelques problèmes chez les gens qui sont immunodéficients. Par contre, l'avantage du lait cru versus le lait pasteurisé pour la santé est énorme, mais on ne compte jamais les avantages, on voit que les désavantages. Puis, donc moi, je dis tout le temps, les voitures causent des centaines de morts par année, mais pourtant, on a pris en compte les avantages. Ça nous déplace, ça va plus rapide, c'est utile pour notre société. Donc, dans la voiture, on a pris les avantages et les désavantages, puis on a décidé de la conserver. Mais dans le lait cru, dans le fromage au lait cru, on s'est beaucoup concentré sur les désavantages, mais jamais sur l'avantage. Donc, de plus en plus, les études le disent en Europe, un lait cru, exemple, va donner un meilleur système immunitaire chez les enfants, chez les mamans qui ont bu du lait cru. En fait, l'enfant va avoir un meilleur système immunitaire, va être moins allergène, va avoir plus de vitamines dedans, va être beaucoup plus digestible, mais on ne peut pas au Québec. Donc, c'est un peu là-dessus que moi, je me plains beaucoup. C'est très difficile, c'est simpliste comme méthode de réglementation et ça fait en sorte aussi qu'on a besoin de plus d'employés pour gérer tout ce système-là. Donc, c'est pour ça que nous, depuis quelques années, on a arrêté de faire du fromage au lait cru. C'est qu'on n'est juste pas, c'est ce que je dis souvent, on n'est pas assez riche encore pour le faire. Il faut un employé de plus dans la fromagerie, puis on n'est pas en mesure de fournir un autre employé. Donc, c'est dans nos intentions là, d'ici quelques années, mais on n'est pas capable de le faire. Donc, c'est surtout là-dessus, c'est que maintenant, ils nous exigent beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de réglementation, beaucoup plus de suivi, qui nécessite justement de la main-d'œuvre de plus. Sinon, tout le restant au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation, au niveau... tout le reste, en fait, est facilité maintenant. Donc, on a plus le droit de vendre dans les marchés fermiers, on est moins surveillé sur plein de choses, mais c'est vraiment au niveau de la fromagerie que là, c'est très, très strict. Je sais pas, dans le temps, on est trop jeune pour être... trop jeune. On est trop jeune comme entreprise pour savoir comment ça se passait dans le temps. Mais comme on vient de l'aérospatiale, comme je l'ai dit, mon conjoint et moi, où la réglementation est super intransigeante et pour cause, là, moi aussi, je prends l'avion des fois, puis j'aime bien qu'il se soit sécuritaire. Au niveau de la régie des alcools, il y a une réglementation qui est sévère, c'est vrai, parce que je dois faire des rapports, moi, à tous les mois. Je dois envoyer combien de bouteilles j'ai vendues, de quels produits. Ils viennent inspecter ici régulièrement. Ils font le tour, ils mesurent les cuves pour voir si l'inventaire correspond. Et la qualité du produit, ils vont le faire analyser. Mais je pense que c'est une protection qui est nécessaire aussi pour le public, parce que c'est quand même c'est une consommation pour le public. Donc, il ne faut pas lésiner là-dessus. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait un bon contrôle au niveau de la régie des alcools. Les réglementations sont basées sur l'idée d'amener de quoi manger aux gens sainement, prêts à manger. Ils ne touchent pas les idées de bon pour la santé tant que ça. C'est ça ce qui est... Je trouve ça un petit peu énervant, je dirais. Pour ce qui est de l'assainissement et tout ça, pour moi, les règles sont faciles à suivre, aucun souci. La grande problème vient quand le monde ne savent pas que c'est à nous autres de nous régler. Tout nous, dans l'industrie alimentaire, nous guérissons notre propre assainissement. On n'est pas suivi de près, sauf que si on traite de la viande, de fruits de mer, des trucs qui sont, je dirais, dangereux.
s'ils ne sont pas traités absolument parfaitement comme ça. Pour ce qui est de piment, on est chanceux d'être Canadien, d'être Québécois, parce qu'on a différentes séries de règles que nos amis dans le sud, nos Américains. Pour ce qui est de FDA, qui est le suivi américain, pour amener des piments au Canada, si je passe par les États-Unis, il faut que les piments soient irradiés et il faut que ces piments soient fumigués avant qu'ils arrivent sur les terrains américains pour protéger la récolte des piments américains. Nous autres, on n'a pas de récolte à protéger parce que l'hiver, tous les piments vont mourir dès que la neige tombe. Alors, on n'a pas besoin d'éradier, on n'a pas besoin de fumiguer. On est chanceux. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut qu'on amène nos piments par avion ou par camion. Il faut qu'ils soient poussés aux États-Unis ou s'ils viennent d'ailleurs, ils ne peuvent pas passer par les États-Unis avant de venir ici. Alors, pour atteindre une meilleure qualité de produit, on a un footprint plus grand que conventionnel, mais pour nous, c'est un échange l'un pour l'autre. Alors, La seule chose qu'on a, c'est le sous-vide qui nous aide à gagner du temps. Il n'y a aucun agent de conservation. Là, c'est parce que si on prend un bloc de tofu nature, il y a 3 choses. Il y a des fèves, il y a de l'eau, puis un coagulant qu'on appelle du chlorure de magnésium, qui est dérivé, c'est des sels, ça, c'est des flocons, qui sont dérivés naturellement, qui viennent de la mer. Là. Fait qu'il n'y a aucun agent, là. On ne peut pas dire qu'il y a un agent de conservation dans le tofu. Là. Il y a des choses que je trouve vraiment bien. Il y a des choses que je trouve trop lourdes par rapport à l'utilité de certaines lois. Mais dans la chèvrerie, c'est certain que c'est pas vraiment les réglementations qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais c'est plus maintenant les coûts de construction, la température au Québec versus si j'étais au Texas. C'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher ici construire. Donc, oui, il y a certaines lois qui mettent des freins. D'ailleurs, si les lois étaient beaucoup plus faciles pour se construire une fromagerie, il y aurait 200 fromageries au Québec. C'est pas pour rien qu'on ait juste une trentaine ou une quarantaine de petites fromageries. C'est parce que c'est très difficile d'arriver à nos fins. Mais je pense pas que c'est un gros... je pense pas qu'en ce moment où on est rendu, c'est un gros frein. Là, c'est beaucoup plus, maintenant, il faut miser sur la commercialisation, il faut miser sur la vente en direct, il faut être plus performant dans notre entreprise pour pouvoir concrétiser nos rêves. Mais là, c'est pas le gouvernement qui nous met des freins, qui nous met des bâtons dans les roues, là, en ce moment. Au niveau de la loi, la chouquette reste un produit très simple. Tu sais. Tout ce qui est... il y a des lois sur les emballages et autres. C'est pour ça que nous, on ne vend pas ailleurs, parce que là, oui, il y aurait des étiquetages à faire bien spécifiques. Les gens, il n'y a aucun client qui se serve d'eux-mêmes, donc il n'y a pas besoin d'étiqueter certains produits. Il y a des normes qui sont pour ça, mais nous, on fait justement tout le service pour ne pas avoir à rentrer dans tout ça. Et sinon, non, il y a pas... Il y a les normes de sécurité et d'hygiène à suivre, et puis à part de ça, non, il n'y a pas plus que ça. Donc, vous faites ce que vous voulez avec vos chouquettes? Oui. Après, c'est sûr qu'on va faire des chouquettes qui vont être garnies à la crème. On conseille aux clients de rentrer chez eux, de les mettre au frais, tu sais, c'est sûr, pour pas qu'il y ait un développement de bactéries ou autre. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de ça. Non, ça reste simple. À la base, au niveau de si on veut devenir producteur d'alcool, il faut s'accrocher. C'est-à-dire que demain matin, on ne peut pas s'inventer producteur d'alcool, vraiment pas. Oui, on peut le faire artisanal pour le plaisir, mais si on parle de la commercialisation,
c'est une toute autre catégorie. Alors, il faut être une entreprise, il faut être premièrement quelqu'un de sérieux, un entrepreneur sérieux, mais une entreprise sérieuse également, bien établie, qui a les installations qui doivent être impeccables pour la production. Ça doit être propre de A à Z pendant l'élaboration. Maintenant, c'est sûr que les lois ont énormément changé avec le temps. Entre autres, si on parle du cidre de glace, avant, c'était un cidre fort doux. Alors, c'était son nom. C'est devenu cidre de glace par la suite. Et entre autres, le cidre de feu, on n'était pas en mesure de le produire auparavant parce qu'il y avait une réglementation qui nous l'empêchait de le faire. L'appellation cidre de feu, à même titre que cidre de glace, n'existait pas. Alors maintenant, on est capable de le faire. Et puis, c'est sûr que, disons, le plus difficile a été au niveau de l'alcool érable. La même chose pour notre inscription à la SAQ. Quand on a rempli le formulaire, disons que c'était dans la catégorie alcool de miel, de tel pourcentage d'alcool pour tel type de produit, puis ce qui ne correspondait pas du tout à notre produit, mais notre produit ne correspond pas à rien de ce qui existe. Alors, ça a été un peu touché. Puis au niveau de l'étiquetage, qu'est-ce que l'on peut écrire sur l'étiquette? Oui, les vins, c'est facile, c'est un alcool de raisin. Par exemple, sur le cidre, donc c'est de l'alcool de pomme, il y a un terme, il y a une appellation, mais au niveau de l'alcool d'érable, c'est très difficile. Alors, sur l'étiquetage, on se doit d'écrire boisson alcoolique à base de sirop d'érable. C'est peut-être pas ce qui est le plus attirant, mais parce qu'il n'y a pas encore de terme, il n'y a pas d'appellation précise pour l'alcool d'érable, parce que c'est des produits qui n'existent à peu près pas.